Les traces de sang révélées ici et là en disent donc beaucoup sur l'horreur qu'a vécue la famille Flactif, mais on reviendra sur le scénario détaillé de cette triste nuit d'avril 2003. Et le problème dans cette affaire, c'est que bon courage pour trouver un coupable. Parce que Xavier Flactif, niveau personnel, il était aimé, il avait des amis, c'était un type généreux, mais niveau professionnel, c'était un arnaqueur. Il a volé de l'argent à pas mal de personnes, a plusieurs plaintes aux fesses. Il a même une association de gens qu'il a arnaqué qui s'est créée. Et même sa femme de ménage le déteste. Voici un extrait. C'est un con. Déjà, il prend les gens pour des esclaves. Qu'est-ce que vous faisiez vous Je faisais le ménage chez elle. Donc, vous voyez, quand vous êtes en train de laver, que lui, il arrive, qu'il repiétine tout, que c'est pas sec, qu'il y a plein de traces, que vous êtes obligé de recommencer 3 fois parce qu'il en a rien à foutre. Il venait chercher des papiers sur sa table, il repartait sur le balcon, et vas-y, piétinez tout. Et une fois, il y a eu une coupure d'eau, et c'est là que ça m'a donné à réfléchir. Je dis, alors là, c'est terminé, je n'y vais plus. Il y a eu une coupure d'eau, et le matin, je suis arrivée chez eux, donc elle m'avait dit, tu rentres, la porte est ouverte, tu commences la vaisselle. Et je suis rentrée, ils m'ont pas entendu. Et lui disait à sa femme, là, Graziella, tu vas lui faire vider les chiottes, ça pue la merde ici. Il y a une coupure d'eau et tout. De toute façon, elle est là pour ça. Bon, j'ai rien dit. J'ai fini ma matinée. Je suis rentrée. Je lui ai raconté. Il lui m'a dit, bon, allez, c'est bon, basta, t'arrêtes. Avec toute la merde qu'il a foutue autour de lui. Même les agences immobilières, l'agent immobilier d'ici, il m'a dit, il a de la chance qu'il ait jamais tombé sur un Corse, parce qu'il serait dans la mer avec une pierre au cou, là. À cette heure-ci. Ce couple que vous voyez à l'écran, ce sont les Otia, David et Alexandra. David n'a pas d'emploi fixe. Alexandra, quant à elle, a donc travaillé comme femme de ménage chez la famille. Et le couple a des antécédents avec les Flactifs puisque Xavier les a un petit peu baladés. On leur a promis un chalet en location pour lequel ils ont donné une caution et ont payé des loyers malgré le fait qu'ils n'y avaient pas accès puisque le chalet n'était toujours pas fini de construire. Alors, les Otia ne se sont pas laissés faire, s'en est suivi une guerre entre les Otia et les Flactifs, l'un voulant soit récupérer son argent ou avoir accès au chalet, l'autre menaçant la famille, leur disant que si ils arrêtaient de payer le loyer du chalet auquel ils n'ont pas accès, il allait le louer à un autre couple qui pourrait très bientôt en profiter vu que les travaux sont bientôt terminés. Pour vous expliquer un petit peu plus clairement l'entourloupe, parce que moi aussi au début j'ai eu du mal à comprendre, c'est comme si vous arriviez dans une nouvelle région, vous rencontrez un propriétaire et il vous dit ça tombe bien, je vais avoir un logement tout neuf qui va bientôt être disponible, mais si vous le voulez, il faut signer le bail tout de suite, donner la caution et commencer dès maintenant à payer le loyer. En attendant, je vous loge dans un autre appartement plus petit ou dans des chambres d'hôtel un petit peu miteuses, mais vous continuez à payer le loyer plein pot. Et forcément, au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois si ça met un petit peu du temps à arriver jusqu'en haut, vous commencez à vous dire que le type à qui vous payez le loyer pour avoir un logement tout neuf et qui en échange vous paye la chambre d'hôtel ou un logement qui ne correspond pas du tout à ce pourquoi vous avez signé, vous a arnaqué. Et la mort des Flactifs, ça ne touche pas du tout le couple Otia, encore moins David, qui fait le beau devant les journalistes, observe les gendarmes à la jumelle depuis les hauteurs, mais aussi et surtout est la dernière personne à avoir vu Xavier Flactif vivant. Pour une raison un peu bizarre en fait, le vendredi soir, Xavier aurait contacté David pour lui demander de remettre les clés à de nouveaux locataires qui arrivaient au Grand Bornand. David a accepté sa mission et puis a rencontré un Parisien qui venait pour la semaine au Grand Bornand. Il lui a donné les clés du chalet sur ordre de Xavier d'après lui, sauf que le Parisien expliquera plus tard que David s'est présenté comme le propriétaire du chalet et qu'il a même pas fait d'état des lieux. Et d'ailleurs, le couple Otia, dans les jours qui suivent le massacre, il déménage dans un tout nouveau chalet toujours appartenant à Xavier, pour lequel ils ont soi-disant un bail locatif signé avant le massacre. Mais ça n'interpelle personne sur le moment puisqu'apparemment c'était prévu, le couple a les clés et de toute façon on a 5 corps à retrouver, donc on a autre chose à faire de regarder si le bail est bien fait.
Surtout que dans le même temps, le 4x4 de la famille est retrouvé en Suisse, près de l'aéroport de Genève. Le véhicule semble à première vue propre, il est même verrouillé, comme si Xavier en partant avait pris les clés avec lui. Sauf que dans le coffre de ce 4x4, analysé par les experts scientifiques, on retrouve des traces de sang appartenant chacune à Gabriela, Xavier et leurs 3 enfants. La piste criminelle est confirmée, la famille a été massacrée à l'intérieur du chalet et les corps ont été transportés dans leur propre véhicule. Mais alors, qui étaient vraiment les Flactif? Qui aurait pu leur en vouloir au point de les massacrer du père jusqu'à la plus petite d'entre eux? Eh bien, vous allez voir que des types qui détestaient Xavier Flactif, donc suspects, on en a des brouettes entières. Qui est la famille Flactif? Xavier Flactif, au début de l'affaire, il est présenté comme un homme assez connu dans la région du Grand Bornand. Il est promoteur immobilier, il achète des terrains, fait construire des chalets, les vend ensuite à des investisseurs qui les mettent en location ou bien à des retraités qui veulent une résidence secondaire pour les vacances. Tout semble donc être parfaitement rodé, sauf que dans ce que les médias appelleront plus tard le système Flactif, ça se passe rarement bien. Je vous résume le truc très simplement. Xavier vend des chalets à des gens qu'il rencontre en passant des annonces ou bien comme ça par le bouche à oreille et il leur promet donc un chalet ou un appartement tout neuf. L'intéressé a juste à acheter le logement, le projet que lui propose Xavier et dès que le bâtiment sera debout, il en deviendra propriétaire et touchera les loyers qui rembourseront le crédit à la banque. Et les problèmes s'enchaînent, certains chalets sont vendus alors même que le permis de construire n'est pas encore passé à la mairie qui refuse certains projets. Sauf que les acheteurs y sont désormais endettés, impossible de se débarrasser du prêt pour le projet ni de le revendre puisqu'il n'existe pas. Et la banque leur a donné l'argent qu'ils ont donné à Xavier, donc il faut rembourser les dettes et aucun loyer promis ne tombe, donc beaucoup se retrouvent complètement ruinés à tel point qu'une association nommée Association qui regroupe tous les escroqués du promoteur Xavier Flactif va voir le jour. Et dans ce genre de cas, quand vous vous faites arnaquer, c'est pas aussi simple que de déposer plainte, de récupérer votre argent et puis d'annuler le prêt à la banque. Parce que la banque, elle s'en fout de votre plainte. L'argent, elle vous l'a donné. Cet argent, vous l'avez donné à Xavier Flactif. Tant pis pour vous, vous êtes obligé de continuer à rembourser votre prêt à la banque et pendant la procédure, même si certains ont donc créé une association pour se mettre contre Xavier, il y a personne qui va débarquer avec de l'argent magique pour vous rembourser les sommes que vous êtes fait arnaquer puisque Xavier, ces sommes, il ne les a plus. En fait, il fait un espèce de système pyramidal et au bout d'un moment, il se fait avoir. Il peut acheter ses premiers terrains, les logements sortent vraiment de terre et au bout d'un moment, ça fonctionne plus. Donc des types qui sont ruinés et qui en veulent à mort à Xavier Flactif, il y en a vraiment à l'appel. Mais de là à massacrer toute une famille... Côté professionnel, Xavier c'est pas une lumière. Certes, il réussit à arnaquer des gens, mais son système est pas viable. Il a déjà été interdit de gestion de société en 1998 par la cour d'appel de Douai, mais en 2003, au moment de la disparition, il avait mis Gradiella à la tête de ses affaires. Donc de toute façon, au bout d'un moment, le couple n'allait plus pouvoir continuer comme ça. Est-ce que Gradiella se rendait compte de tout ce système, de tous ces problèmes et du fait que tout allait s'effondrer un jour ou l'autre? Certainement. D'ailleurs, concernant Gradiella, pour vous la présenter un petit peu, de son côté, elle est mariée quand elle rencontre Xavier en 1989. Elle est tout juste mère de Mario, à 23 ans, et se trouve un travail de secrétaire. Elle entre donc en contact professionnel avec Xavier Flactif, et ce sont deux personnalités complètement différentes qui se rencontrent. Gradiella, c'est une femme de 23 ans, réservée, un peu timide, qui reprend le travail après avoir eu son premier enfant, voilà, elle essaie de s'intégrer dans la boîte. Xavier, de son côté, fait tout pour la mettre à l'aise. Il l'invite au restaurant, rigole bien avec elle. Elle devient sa meilleure amie au fil des mois. Et lorsque Gradiella annonce son divorce parce que ça ne va plus avec le père de Mario, le couple se forme très naturellement et ont 3 enfants. Sarah, Laetitia et Grégory, qui au moment des faits ont donc 10, 9 et 7 ans. En 1999, fuyant ses soucis financiers parce que des gens viennent toquer chez lui tous les 4 matins pour lui réclamer de l'argent, Xavier décide de s'installer définitivement
définitivement avec sa femme et ses enfants au Grand Bornand. Ici, Xavier remet en place le même système. Il achète des terrains, promet des chalets, vend des habitations. De nouveau, les affaires remarchent. Xavier réussit à vendre pour 6,7 millions de biens immobiliers entre 1999 et 2003. Le couple s'achète de beaux vêtements, de belles voitures, Porsche, 2 4x4, une Mercedes, une moto, un bateau. Leur arrivée est donc remarquée au Grand Bornand et la jalousie bien française se fait ressentir. Les enquêteurs le savent, même si les Flactif avaient énormément d'ennemis, la clé de l'affaire, c'est certainement cet ADN masculin inconnu retrouvé sur la scène de crime. Donc, c'est pas dur, on va convoquer un petit peu tous les proches des Flactif qui sont au Grand Bornand et on va prendre leur ADN. Et devinez dans tout ce groupe qui ne veut pas donner son ADN? Haine et vengeance. Bon, moi, c'est soit que c'est lui qui est parti, ou alors c'est vraiment des gens qui l'ont... Et puis que... Je sais pas ce qui s'est passé, quoi. Ça s'est pas mal passé, quoi. Bon, s'ils ont retrouvé du sang ou quoi, est-ce que c'est volontaire ou c'est pas volontaire, ça? Beaucoup de gens aussi pensent que ça peut être une mise en scène aussi. Ou alors c'est possible aussi quelqu'un qui a fait le carnage aussi là-dedans, on sait pas. Pourquoi il a eu trop peur? Je sais pas, avec tous les ennemis qu'il avait, il a peut-être peur de rester en bas tout seul. Le 16 septembre 2003, David Otia, sa compagne Alexandra et un couple d'amis, leurs seuls amis dans le coin, Stéphane et Isabelle Aremza, sont arrêtés. Ce couple Aremza, vous ne le connaissez pas encore, c'est normal, vous en faites pas. Tout ce que vous devez savoir pour le moment, c'est qu'ils sont quasiment les seuls amis des Otia dans le coin. Donc si David, qui ne veut pas donner son ADN pour l'instant, a parlé à quelqu'un, c'est bien eux. David Otia est placé en garde à vue. On prend son ADN qui match avec l'ADN inconnu retrouvé dans le chalet des Flactif. Mais pour le moment, ça veut pas dire grand-chose parce que David connaissait Xavier, il est déjà venu plusieurs fois au chalet. C'est normal qu'on retrouve son ADN dans le chalet qui, malheureusement, n'a pas été nettoyé par le tueur. Sauf que lorsqu'on demande à David pourquoi est-ce que l'on retrouve son ADN sur la scène de crime, l'homme, au bout de 30 minutes de garde à vue, fond en larmes et explique qu'il veut soulager sa conscience. En pleurs dans la brigade de gendarmerie d'Annecy, il est à peu près 9h lorsque David commence son récit, qui, attention, ne marque pas du tout la fin de notre affaire, mais son commencement, puisque si l'affaire Flactif est aujourd'hui autant connue en France, c'est bien sûr de par son horreur, mais aussi à cause du complot qui a mené au massacre, puisque David est loin d'être le seul impliqué malgré ce qu'il dit dans un premier temps. Ce 16 septembre, David explique qu'il n'en peut plus de revivre cette horreur. Oui, il a fait une connerie, mais Xavier l'a arnaqué. Il n'a jamais eu son chalet, lui a volé de l'argent, l'a mis dans une situation précaire, devant déménager encore et encore. Le 11 avril, en fin d'après-midi, il décide donc de rendre visite au Flactif pour enfin régler cette affaire de chalet. C'est la petite Laetitia qui lui ouvre la porte et qui appelle ses parents pour qu'il rentre à la maison. Gradiella rentre apparemment la première et explique à David que Xavier ne va pas tarder. Et effectivement, il arrive dans les 10 minutes. S'ensuit alors une vive altercation. Xavier, qui a l'habitude de se faire un peu bousculer par les gens qu'il a arnaqués, ne se démonte pas. Surtout qu'il sait que le couple a des problèmes d'argent, 2 enfants à charge. Ils n'ont aucun moyen de le poursuivre en justice. Alors, David, qui veut faire peur, sort son arme, un revolver de calibre 6.35 et menace Xavier avec. Grosse erreur, il met son index sur la détente. Le cran de sûreté est enlevé. Une seule petite pression et la balle... Xavier s'effondre au sol, touché à la tête. Un accident selon David qui raconte. Les enfants prenaient leur goûter, ils ont pas trop crié. Moi j'étais complètement affolé, sachant plus quoi faire. J'ai alors tiré sur eux. Je sais plus à combien de reprises, je suis descendu chercher Gradiella, elle était cachée derrière la porte dans le sous-sol. J'ai tiré, elle n'a pas eu le temps de crier. Je suis ensuite remonté et Laetitia était plantée devant moi. J'ai tiré aussi. Au milieu du carnage, David tente de garder son sang-froid, il s'enferme à clé, tire les rideaux et commence tout de suite à se débarrasser des corps. Son idée est de placer toute la famille dans le 4x4 de Xavier et le reste on verra après. Il tire Xavier, Gradiella, Laetitia, Sarah et Grégory en les mettant dans des couvertures pour les faire glisser plus facilement, puis les installe à l'arrière du véhicule. Ensuite, il entreprend de nettoyer le chalet. Il utilise une bassine d'eau et une éponge. Pendant
2 heures, il fait disparaître toute trace du massacre, sauf les plus infimes qui seront retrouvés par les experts qui, eux, sont persuadés qu'une arme contondante a été utilisée, comme un rouleau à pâtisserie par exemple, mais on en reparlera dans le second scénario de l'affaire. Après ces 2 heures de nettoyage, David se dit que pour faire disparaître rapidement les corps, il va les brûler. Alors, au volant du 4x4 de Xavier, il retourne chez lui, attrape de l'essence et du liquide inflammable, puis se rend à la forêt du Roi du Mont, un endroit complètement paumé à 30 minutes de route du Grand Bornand qui n'a pas été passé au peigne fin. David se gare et raconte. Je prends la précaution de les déposer les uns sur les autres afin de faire un tas. J'asperge les corps avec tous les liquides que j'ai à dispo et je fous le feu à l'aide d'un briquet. Je reste sur place 2 à 3 heures pour m'assurer d'une complète combustion. Il faisait nuit, j'allais et venais à proximité. Il y avait beaucoup de fumée. Il restait quelques bouts d'os que j'ai dissimulés à 2 ou 3 mètres à l'aide de la mousse et de la neige. David brûle aussi les morceaux de moquette qu'il n'a pas pu nettoyer et qu'il a donc découpés. Lorsqu'on demande à David Otia si d'autres personnes sont au courant du massacre, il explique que oui, sa compagne Alexandra et ses amis eux aussi en garde à vue, Stéphane et Isabelle Aremza, qui eux aussi sont bavards. Alexandra explique par exemple que David lui a dit s'être attaqué aux enfants en premier. C'était compliqué parce que, je cite, « Il courait partout pendant le massacre ». Le couple Aremza, quant à eux, explique que David leur a avoué les meurtres quelques jours après. Stéphane a même été emmené sur le lieu de crémation. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a même un livreur de pizza qui a failli y passer parce que il a livré une pizza au chalet des Flactifs alors même que David était en train de charger les corps dans le 4x4. Mais heureusement, il faisait nuit, donc il a rien vu et du coup, il s'est pas fait shooter. En fait, le livreur de pizza, il est arrivé, il a toqué partout, il a fait le tour du chalet, il a essayé d'ouvrir les volets, il est même arrivé au niveau du garage, mais n'a pas regardé à l'intérieur du véhicule de Xavier, alors qu'il y avait tous les corps à l'intérieur. Puis, le livreur a reçu un appel de voisins qui lui disait qu'il s'était trompé d'adresse. Je pense franchement que s'il avait insisté, on aurait eu une 6e victime dans l'affaire Flactif.